Je n'aurais jamais imaginé que le jour le plus silencieux de ma vie serait celui des funérailles de mon mari, Ernest. Après 42 ans de mariage, j'étais là, debout près de son cercueil, quand mon téléphone a vibré avec un message terrifiant. « Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans ce cercueil. » J'ai senti mon monde s'effondrer. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Marguerite Dubois et j'ai 66 ans. Ce que je vais raconter a changé ma vie pour toujours. Il y a des histoires qui vous brisent en 1000 morceaux et celle-ci est la mienne. Les funérailles de mon mari, Ernest, furent le jour le plus silencieux de mon existence. 42 ans de mariage réduits à un corps dans un cercueil, aussi merveilleux qu'il ait été. J'étais debout près de sa tombe, mes jambes me soutenant à peine, quand j'ai senti mon téléphone portable vibrer dans la poche de mon unique robe noire. D'une main tremblante, j'ai ouvert le message d'un numéro inconnu. Les mots que j'ai lus m'ont glacé le sang. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans ce cercueil. Mon cœur s'est emballé. C'était une blague cruelle, une erreur. Mes doigts tremblants ont tapé. Je ne comprends pas. Où es-tu? La réponse est arrivée immédiatement. Je ne peux pas le dire. Il me surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. J'ai levé les yeux de l'écran, mon monde s'effondrant comme un château de sable. J'ai vu Charles et Henri, mes propres fils, debout de l'autre côté du cercueil, avec des expressions étrangement calmes. Quelque chose n'allait pas. Leurs larmes semblaient forcées, leurs étreintes aussi froides que le vent qui soufflait dans ce cimetière. Je me souviens de la première fois où Ernest m'a adressé la parole. C'était un mardi matin ensoleillé à Villefranche-sur-Loire, notre petit village. Je me dirigeais vers le marché dans ma robe verte délavée, portant un panier vide que je remplirais avec le peu que je pouvais acheter pour nourrir ma mère malade. Il est sorti de sa petite boutique de vélo, les mains tachées de graisse, et m'a souri avec une timidité qui a instantanément fait fondre mon cœur. « Bonjour, Marguerite », m'a-t-il dit d'une voix douce. « Avez-vous besoin que je jette un œil à votre vélo ?» Je n'avais pas de vélo, mais j'ai inventé une excuse juste pour pouvoir lui parler. Ce simple moment s'est transformé en rendez-vous sous le grand platane de la place du village, puis en promesse d'amour éternel, et, finalement, en un mariage modeste rempli d'espoir. Les premières années furent difficiles. Nous vivions dans une petite maison de 2 pièces avec un toit en tôle qui fuyait quand il pleuvait. Ernest travaillait du matin au soir dans son atelier et je cousais des vêtements pour les femmes du village. Quand Charles est né, j'ai ressenti un bonheur que je croyais impossible. C'était un bébé parfait avec les grands yeux de son père. 2 ans plus tard, Henri est arrivé, tout aussi beau. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs. Ernest était un père merveilleux. Il les emmenait à la pêche dans la rivière le dimanche, leur apprenait à réparer des choses avec leurs mains et leur racontait des histoires avant de dormir. Nous étions une famille unie, ou du moins c'est ce que je croyais. Avec les années, les choses ont commencé à changer. Charles, l'aîné, a toujours été ambitieux. Dès son plus jeune âge, il se demandait pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Henri le suivait en tout, comme il l'avait toujours fait. Quand Charles a eu 18 ans, Ernest lui a offert un travail à l'atelier, mais il l'a refusé avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi, papa. Je vais devenir quelqu'un d'important. » Ces mots ont profondément blessé Ernest. Je le voyais le soir sous le porche, regardant les étoiles avec une tristesse qu'il essayait de me cacher. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais toute sa façon de vivre. Les années ont passé, et Charles a réussi à se faire un nom dans l'immobilier à Paris. Henri l'a suivi peu de temps après. Tous deux ont commencé à gagner de l'argent, bien plus qu'Ernest et moi n'en avions jamais vu. Au début, j'étais fier. Mes fils avaient échappé à la pauvreté, mais peu à peu, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites se sont faites moins fréquentes, les appels téléphoniques plus courts. Quand ils venaient, ils arrivaient dans des voitures chères, vêtus de costumes élégants, parlant d'investissement et de propriété. Ils regardaient notre humble maison avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Maman », m'a dit Charles lors d'une visite, « vous devriez déménager dans un meilleur endroit. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison, mais cette maison abritait tous nos souvenirs. C'est là que nous avions élevé nos enfants, partagé des milliers de repas, vieillis ensemble. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était notre foyer. Ernest, toujours sage, me disait « Marguerite, l'argent a changé nos fils. Nous ne leur suffisons plus. » Je refusais de le croire. Je continuais à justifier leurs absences, leurs appels brefs,
leurs promesses non tenues. Ils sont occupés à construire leur vie, me disais-je. Un jour, ils redeviendront les enfants aimants que nous avons élevés. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'Ernest avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant de perdre mon mari, je ne savais simplement pas à quel point ils étaient devenus des étrangers pour nous. Le changement le plus radical est survenu lorsque Charles a épousé Sophie Lefebvre, une femme de la ville qui n'a jamais caché son dédain pour notre style de vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, elle est arrivée avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans la terre de notre porche et une élégante robe rouge qui semblait plus chère que tout ce que j'avais jamais possédé. « Enchantée », m'a-t-elle dit avec un sourire forcé, ne tendant que le bout de ses doigts pour me saluer. Ses yeux ont parcouru notre humble logis avec une expression qui m'a fait me sentir toute petite. Pendant le dîner, elle a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Charles semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses qui ne l'avaient jamais embarrassé auparavant. « La prochaine fois, nous vous emmènerons au restaurant », a-t-il chuchoté à Sophie, pensant que je ne pouvais pas entendre. Mais j'ai entendu, et chaque mot a percé mon cœur comme un couteau. Henri est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Ses visites se limitaient aux occasions spéciales et même alors, il semblait toujours pressé de partir, constamment au téléphone pour conclure des affaires. Les dimanches en famille sont devenus un lointain souvenir. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportaient des cadeaux coûteux dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient quelques heures, puis repartaient avec un soulagement évident. Ernest et moi avons vieilli seuls, nous consolant l'un l'autre. Il a continué à travailler dans son atelier, bien que ses mains n'aient plus la même force. Je continuais mes coutures, mais mes yeux n'étaient plus les mêmes. Nous vivions de notre petite retraite, fiers de ne rien demander à nos fils qui avaient réussi. « Sais-tu quelle est la partie la plus triste, Marguerite ?» m'a dit Ernest un soir, alors que nous prenions le café sous le porche. « Ce n'est pas qu'ils aient de l'argent, c'est que l'argent leur a fait croire que nous ne sommes plus importants. » Les choses se sont envenimées lorsque Charles a acheté une maison à 200 000 € dans un quartier chic de Paris. Henri a suivi son exemple en investissant dans un appartement de luxe qui a coûté 150 000 €. Soudain, nos fils possédaient des fortunes que nous ne pouvions même pas imaginer. « Vous devriez vendre cette maison et déménager dans une résidence pour retraités », a suggéré Sophie lors d'une visite. « Il y a des endroits très agréables pour les gens de votre âge. » Le mot « résidence » m'a frappé comme une gifle. Une résidence pour retraités après 40 ans à construire notre foyer, ils voulaient nous envoyer dans une maison de retraite. « Nous n'avons pas besoin d'une maison de retraite », a répondu Ernest avec dignité. « Nous sommes bien ici, dans notre maison. » Mais j'ai vu l'expression sur les visages de Charles et Henri, ils soutenaient l'idée de Sophie. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique possible. C'est alors que les suggestions plus directes ont commencé. Charles est arrivé un jour avec des papiers à la main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman », dit-il avec ce faux sourire qu'il avait perfectionné. « J'ai pensé à votre avenir. Cette maison vaut tout au plus 20 000 €. Si vous la vendez, je peux ajouter un peu d'argent pour que vous déménagiez dans un meilleur endroit. » Pour nous, il n'y avait pas de meilleur endroit que le foyer où nous avions été heureux pendant des décennies, mais Charles ne le comprenait pas. Pour lui, tout se réduisait à des valeurs monétaires. De plus, a-t-il poursuivi, je pense que papa devrait prendre sa retraite de l'atelier. Il a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Ernest l'a regardé avec une tristesse infinie. Mon fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me maintient en vie, ce qui donne un sens à mes journées. Mais tu pourrais te blesser, insista Henri. À ton âge, un accident serait très dangereux. Ses paroles sonnaient affectueuses, mais je sentais quelque chose d'autre derrière elle, une impatience, une urgence que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Les mois suivants furent tendus. Mes fils ont augmenté la pression pour que nous vendions la maison. Ils ont fait venir des agents immobiliers sans nous prévenir. Ils ont fait estimer la propriété sans notre permission. Lors d'un dîner particulièrement gênant, Charles nous a dit « Sophie et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous allons avoir besoin d'aide avec les dépenses. Si vous vendez la maison et déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être un héritage anticipé. » Un héritage anticipé. Il demandait notre héritage alors que nous étions encore en vie. L'audace de la demande m'a laissé sans voix. Ernest est resté calme, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. « Mon fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous serons en vie, nos décisions nous appartiennent. Ne sois pas têtu, »
l'interrompit Henri avec une dureté que je ne lui avais jamais vue auparavant. Vous êtes vieux maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Ernest et moi avons parlé jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité que nos fils ne soient pas les personnes que nous pensions avoir élevées. « Quelque chose ne va pas, Marguerite », a dit mon mari avec une inquiétude que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ce n'est pas seulement de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'avais aucune idée à quel point ces paroles étaient justes. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Charles a eu lieu 3 semaines avant la mort d'Ernest. Il est venu seul, sans Sophie, et semblait plus sérieux que d'habitude. « Maman », m'a-t-il dit, assis à la table de la cuisine où il avait si souvent pris son petit déjeuner enfant. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Henri et moi prendrons toujours soin de toi. » Ces paroles m'ont tranquillisé sur le moment, mais maintenant, en m'en souvenant près de la tombe d'Ernest, elles me donnèrent des frissons. Pourquoi a-t-il dit « quoi qu'il arrive » ? Que savait-il que j'ignorais? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Ernest était parti tôt pour l'atelier, comme il le faisait tous les jours depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine en train de préparer son déjeuner préféré quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé. « Madame Dubois ?» a demandé une voix inconnue. « Je vous appelle de l'hôpital central. Votre mari a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. » Les mots se sont brouillés dans mon esprit. Le monde s'est arrêté. Mes jambes sont devenues comme de la gélatine, et j'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. Ma voisine, Dolores, m'a conduite à l'hôpital car je tremblais tellement que je pouvais à peine tenir les clés. Pendant le trajet, mon esprit refusait de traiter ce qui se passait. Ernest était prudent, méticuleux dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver? Quand nous sommes arrivés, Charles et Henri étaient déjà là. Cela m'a surprise car personne ne les avait encore prévenus, du moins pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas prêté attention à ce détail. « Maman !» a dit Charles en me serrant dans ses bras. « Papa est mal en point. Les médecins disent qu'une des machines de l'atelier a explosé. Il a de graves brûlures et un traumatisme crânien. » Les yeux d'Henri étaient rouges, mais quelque chose dans son expression semblait étrange. Il paraissait plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes plutôt que quelqu'un qui souffre pour son père. Quand je suis entré dans cette salle de soins intensifs, mon cœur a sombré. Ernest était branché à une douzaine de machines, des bandages couvrant la majeure partie de son visage et de ses bras. Je le reconnaissais à peine. Sa respiration était difficile, maintenue par des machines qui bipaient constamment. Je me suis approché de son lit et j'ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. « Ernest, mon amour, je suis là. Tout va bien se passer. Tu vas te rétablir comme tu le fais toujours. » Pendant un instant, j'ai senti une légère pression dans ma main. Ses yeux ont bougé derrière ses paupières closes. Il se battait. Mon guerrier se battait pour revenir à moi. Les 3 jours suivants furent les plus longs de ma vie. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Charles et Henri se relayaient pour m'accompagner, mais ils semblaient toujours plus intéressés à parler aux médecins qu'à consoler leur père. J'ai entendu des bribes de conversation que je n'ai pas comprises sur le moment. Henri demandant des informations sur l'assurance maladie, sur le coût du traitement. Charles au téléphone, parlant de police d'assurance vie et de bénéficiaires. « Maman, » m'a dit Charles le 2e jour, « nous avons vérifié l'assurance de papa. Il a une police de 50 000 €. Il y a aussi une police d'accident du travail qui peut couvrir jusqu'à 75 000 € de plus. » Pourquoi parlait-il d'argent alors qu'Ernest luttait encore pour sa vie? Pourquoi s'inquiétait-il de l'assurance plutôt que du rétablissement de son père? « Je me fiche de l'argent, » ai-je répondu sèchement. « Je veux juste que ton père se rétablisse. »« Bien sûr, maman, » a-t-il dit, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui ne m'a pas plu. Une froideur, comme s'il calculait pendant que son père mourait. Le 3e jour, les médecins nous ont annoncé la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Pérez nous a réunis dans un petit bureau. « Madame Dubois, l'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que nous ne le pensions initialement. Nous devons être réalistes quant à ses chances. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» ai-je demandé, bien que mon cœur connaisse déjà la réponse. « Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre mari est dans un coma artificiel. Nous pourrions le maintenir en vie indéfiniment, mais la qualité de vie, il est très peu probable qu'il reprenne conscience. Mon monde s'est écroulé. 42 ans de mariage, toute une vie construite ensemble. Et maintenant,
On me disait que tout s'envolait en fumée. Nous voulons tout essayer, ai-je dit entre deux sanglots. Peu importe le coût, peu importe le temps que ça prendra. Mais Charles a échangé un regard avec Henri qui m'a profondément troublé. « Maman, » a dit Charles d'une voix qui se voulait compatissante, « nous devons être pragmatiques. Papa n'aurait pas voulu vivre comme ça. Il a toujours dit qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour personne. » Un fardeau, ai-je explosé avec une fureur que je ne me connaissais pas. Il est votre père, il n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui vous a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour vous donner le meilleur qu'il pouvait. Nous le savons, maman, intervint Henri, mais nous devons aussi penser à toi. Les frais médicaux seront énormes, ils peuvent anéantir toutes tes économies. Encore l'argent, toujours l'argent. Mon mari était en train de mourir, et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'hôpital, j'ai pris la main d'Ernest, et je lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est alors que quelque chose s'est produit qui me donne encore des frissons. Ses doigts ont bougé légèrement, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres ont bougé comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. J'ai appelé les infirmières, désespéré. Il réagit, il essaie de parler, mais quand elles sont arrivées, Ernest était revenu à son état antérieur. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. Parfois, il y a des spasmes musculaires involontaires, madame. Cela ne signifie pas qu'il est conscient. Mais je savais ce que j'avais senti. Ernest avait essayé de communiquer avec moi. Il s'était battu pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, aux premières heures du matin, les alarmes de la machine ont retenti, les lumières ont clignoté, les infirmières se sont précipitées dans la chambre d'Ernest. Je somnolais dans le couloir quand le bruit m'a réveillé. « Non, non, non !» ai-je crié en courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour essayer de le réanimer, mais en vain. À 4h37 du matin, Ernest a été officiellement déclaré mort. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique, comme si on m'avait arraché le cœur de la poitrine. Je me suis effondré près de son lit, serrant son corps encore chaud, refusant d'accepter qu'il était parti pour toujours. Charles et Henri sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient préparés, comme s'ils attendaient l'appel. Ils ont apporté des papiers, des documents et des numéros de téléphone de pompes funèbres. « Nous avons déjà parlé aux pompes funèbres de Villefranche », m'a dit Charles, alors que je pleurais encore de manière inconsolable. « Ils peuvent prendre le corps ce matin. Nous avons aussi contacté l'assurance », a ajouté Henri. « Le processus de réclamation est déjà en cours. Comment pouvaient-ils être si efficaces, si organisés, si froids, à peine 1 heure après avoir perdu leur père? Quelque chose n'allait pas, mais mon deuil était si intense que je ne pouvais pas penser clairement. Les funérailles ont été prévues pour le lundi suivant. Charles s'est occupé de tous les arrangements sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, le service le plus court, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. « C'est ce que papa aurait voulu », a-t-il dit, quand je me suis plainte de ne pas avoir été incluse dans les décisions. Quelque chose de simple, sans fioriture. Mais Ernest méritait mieux que cette hâte indécente de l'enterrer et de l'oublier. Le jour des funérailles est arrivé, nuageux et froid, comme si le ciel lui-même pleurait Ernest. J'ai mis mon unique robe noire, la même que j'avais portée aux funérailles de ma mère des années auparavant. Mes mains tremblaient tellement que Dolores a dû m'aider à boutonner les petits boutons dans le dos. « Sois forte, Marguerite », a murmuré ma chère amie, en peignant soigneusement mes cheveux. « Ernest aimerait te voir forte, mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide, comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne peuvent pas être enterrés si facilement. Chaque objet dans la maison me rappelait lui, sa tasse de café sur la table, ses outils sous le porche, son oreiller qui conservait encore son odeur. Quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surprise du peu de gens présents. Je m'attendais à voir plus de collègues de travail d'Ernest, plus de voisins, plus de connaissances, mais nous n'étions que Charles, Henri, Sophie, Dolores, moi et le prêtre. « Où sont les gars de l'atelier » ai-je demandé à Charles. « Nous ne voulions déranger personne », a-t-il répondu rapidement. Papa était une personne réservée, il aurait préféré quelque chose d'intime. Mais ce n'était pas vrai. Ernest aimait sa communauté. Il se souciait de ses voisins. Il aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Charles avait-il décidé de tout faire si secrètement, si précipitamment? Pendant le service, j'ai observé mes fils avec un étrange détachement émotionnel. Charles maintenait une expression solennelle appropriée pour l'occasion,
mais ses yeux déviaient constamment vers sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Sophie vérifiait discrètement son téléphone derrière son voile noir. C'est ainsi qu'ils disaient adieu à leur père, avec impatience et distraction. Quand est venu le moment de jeter de la terre sur le cercueil, mes jambes ont refusé de me soutenir. Dolores a dû me soutenir pendant que je sanglotais de manière incontrôlable. Le son de la terre frappant le bois était final, concluant, sans espoir. C'est à ce moment précis, debout près de la tombe, que mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans ce cercueil. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant moi comme si j'hallucinais. Je devenais folle de chagrin. D'une main tremblante, j'ai répondu « Qui es-tu » La réponse est arrivée immédiatement. Je ne peux pas le dire. Il me surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Le téléphone est tombé de mes mains, comme s'il était brûlant. Dolores s'est penchée pour le ramasser, mais je l'ai arrêté brusquement. Je ne pouvais laisser personne d'autre voir ces messages, pas avant d'avoir compris ce qui se passait. « Ça va, maman ?» a demandé Charles, s'approchant avec une expression inquiète. Je l'ai regardé, essayant de trouver un indice sur son visage. Ses yeux semblaient sincères, mais maintenant chaque geste, chaque mot, chaque expression paraissait suspect. « Ça va », ai-je menti, rangeant le téléphone dans mon sac. J'ai juste besoin de rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas me sortir ces messages de la tête. Était-il possible que quelqu'un me fasse une blague cruelle au pire moment de ma vie? Ou y avait-il vraiment la possibilité qu'Ernest soit vivant? Mais s'il était vivant, qui avions-nous enterré? Cette nuit-là, seul dans ma maison, qui ressemblait maintenant à une tombe, j'ai passé en revue chaque détail des derniers jours. L'accident d'Ernest avait été étrange depuis le début. Selon Charles, une machine avait explosé à l'atelier, mais Ernest connaissait chaque vis de cet endroit. Il était méticuleux avec l'entretien, obsessionnel avec la sécurité. De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés à l'hôpital si rapidement, si personne ne les avait prévenus? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment avait-il appris l'accident avant moi? Et puis, il y avait l'argent. Dès le premier jour, Charles et Henri avaient parlé de police d'assurance et de bénéficiaires, comme s'ils attendaient ce moment, s'y préparant. J'ai décidé de vérifier les papiers d'Ernest. Dans son vieux bureau en bois, il gardait tous les documents importants dans une boîte en métal. J'ai trouvé la police d'assurance vie de 50 000 € que Charles avait mentionnée. Mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. La police avait été mise à jour seulement 6 mois auparavant, augmentant la couverture de 5 000 € à 50 000 €. Pourquoi Ernest avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'avait jamais parlé de ce changement. Et plus important encore, qui lui avait suggéré de le faire? J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant, une police d'assurance accident du travail que je ne connaissais pas, souscrite seulement 2 mois avant sa mort. 75 000 € en cas de décès accidentel au travail. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune suffisamment tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte en banque. Vois qui a déplacé de l'argent. Cette fois, je n'ai pas hésité. Cette personne, qui qu'elle soit, en savait trop pour être un plaisantin. Elle connaissait l'assurance. Elle connaissait mes fils. Elle connaissait des détails que seule une personne très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je suis allé à la banque où Ernest et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Juarez, la directrice qui nous connaissait depuis des années, m'a salué avec de sincères condoléances. « Marguerite, je suis vraiment désolé pour Ernest. C'était un homme bon. »« Merci, Madame Juarez. Je suis venu vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. » Elle m'a montré les relevés des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé. Au cours des 3 derniers mois, d'importants retraits avaient été effectués sur notre compte d'épargne. En janvier, 3 000 €. En février, 4 000 €. En mars, de l'argent dont je ne savais pas qu'il avait été déplacé. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé, la voix tremblante. Votre mari est venu personnellement, a expliqué Madame Juarez. Il a dit qu'il avait besoin de l'argent pour des réparations à l'atelier, mais je m'occupais des comptes de la maison. Je savais exactement combien d'argent nous avions et à quoi nous le dépensions. Ernest n'avait jamais mentionné de réparations coûteuses à l'atelier. Avez-vous les signatures de ces retraits? Ai-je demandé. Elle m'a montré les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature d'Ernest. Mais quelque chose dans la calligraphie semblait étrange. Elle était trop tremblante.
trop incertaine pour son écriture habituellement ferme et claire. « Madame Juarez » ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Est-il venu seul pour faire ses retraits ou y avait-il quelqu'un avec lui? Elle a réfléchi un instant. « Maintenant que vous le mentionnez, je crois qu'il est venu avec l'un de ses fils 1 ou 2 fois, Charles, je crois. Il disait qu'il aidait son père avec la paperasse parce qu'Ernest avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Charles, mon fils, avait été impliqué dans des retraits d'argent que j'ignorais, utilisant les yeux fatigués de son père comme excuse. Mais Ernest voyait parfaitement bien avec ses lunettes, qu'il n'enlevait jamais pendant la journée. Cet après-midi-là, alors que je regardais les reçus de la banque encore et encore, j'ai reçu un autre message. L'assurance était leur idée. Ils ont convaincu Ernest qu'il avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient. Les polices d'assurance mystérieusement augmentées, les retraits d'argent non autorisés, la présence de Charles dans des transactions que j'ignorais, son efficacité suspecte à organiser les funérailles, sa froideur pendant l'agonie de son père. Mais la question qui me terrifiait était, s'ils avaient vraiment planifié la mort d'Ernest, comment l'avaient-ils fait et qui m'envoyait ces messages? Les jours suivants se sont transformés en un cauchemar de doute et de suspicion. Chaque sourire de Charles, chaque étreinte d'Henri, chaque mot de condoléance semblait un masque cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant d'accepter une vérité aussi horrible. Mon téléphone a continué à recevoir des messages du numéro mystérieux. Va à l'atelier d'Ernest, fouille dans son bureau, il y a des choses que tu n'as pas vues. J'ai décidé d'aller à l'atelier pour la première fois depuis l'accident. Charles avait dit qu'une machine avait explosé, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. L'atelier était étrangement propre, trop propre pour avoir été le théâtre d'une explosion. Il n'y avait pas de marque de brûlure sur les murs, pas de débris, pas de signe de la destruction qu'un accident aussi grave aurait dû causer. Où est la machine qui a explosé? Ai-je demandé à voix haute, examinant l'endroit. Chaque machine était à sa place, fonctionnant parfaitement. La soudeuse, le compresseur, la scie électrique, tous intacts. Alors, quelle avait été la cause de l'accident? Sur le bureau d'Ernest, j'ai trouvé quelque chose qui m'a donné des frissons. Une note écrite de sa main, datée de 3 jours avant sa mort. Charles insiste pour que je prenne plus d'assurance. Il dit que c'est pour Marguerite, mais quelque chose ne me semble pas juste. Je n'ai pas confiance en ses intentions. Sous cette note, il y en avait une autre. Henri m'a apporté des papiers à signer. Il dit que c'est pour moderniser l'atelier, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi tant de hâte? Mon mari avait eu des soupçons. Il avait pressenti les mauvaises intentions de nos fils, mais il est mort avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une enveloppe scellée à mon nom. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. C'était une lettre d'Ernest. Ma chère Marguerite, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Charles et Henri. Ils sont très intéressés par notre argent, par l'assurance, par la vente de la maison. Sophie exerce beaucoup de pression sur eux. Hier, Charles m'a dit que je devrais m'inquiéter davantage de ma sécurité, car à mon âge, tout accident pourrait être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots ont sonné comme une menace. Je t'aime, Marguerite. Si quelque chose m'arrive, ne fais confiance aveuglément à personne, même pas à nos fils. La lettre est tombée de mes mains. Ernest avait pressenti sa propre mort. Il avait vu les signes que moi, aveuglé par l'amour maternel, j'avais ignorés. Ce soir-là, Charles est venu me rendre visite. Il est arrivé avec une bouteille de vin et un sourire qui semblait maintenant complètement faux. « Maman, j'ai pensé à ton avenir », a-t-il dit en se servant un verre sans me demander si j'en voulais. « L'argent de l'assurance est déjà en cours de traitement. Cesera seratus 25.000 yuno. Comment connais-tu le montant exact ?» ai-je demandé, feignant l'innocence. « Eh bien, j'ai aidé papa avec la paperasse de l'assurance. Il voulait s'assurer que tu aurais assez d'argent pour vivre confortablement. » Un mensonge. Ernest n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. Selon sa propre note, il avait été pressé par Charles. « Et que penses-tu que je devrais faire avec cet argent ?» ai-je demandé, observant attentivement sa réaction. Ses yeux se sont illuminés d'un éclat qui m'a glacé. « Tu pourrais acheter une maison plus petite et plus confortable, ou mieux encore, déménager dans une résidence pour retraité agréable où tu aurais de la compagnie et des soins médicaux. Henri et moi pourrions gérer ton argent pour qu'il rapporte plus. Gérer mon argent, l'audace. Nous voulons juste prendre soin de toi, maman.
À ton âge, il est facile de se faire avoir ou de prendre de mauvaises décisions financières. Nous connaissons les investissements, les affaires. Nous pourrions tripler cette somme en quelques années. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit, essayant de gagner du temps. Bien sûr, a-t-il répondu avec sa fausse douceur. Mais ne tarde pas trop, pour ton propre bien. Après son départ, je me suis assise dans la cuisine, tremblant de rage et de peur. Mes propres fils avaient non seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient maintenant de me voler tout ce qui me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. Marguerite, je suis Stéphane Lambert, détective privé. Ernest m'a engagé 3 semaines avant de mourir parce qu'il se méfiait de Charles et Henri. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol, mélangé dans son café du matin. J'ai des preuves audio de leur conversation où ils planifient tout. Demain à 15h, va au café du coin. Assieds-toi à la table du fond. J'y serai. J'allais enfin savoir qui m'envoyait ces messages et, plus important encore, j'aurais les preuves nécessaires pour obtenir justice pour la mort de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup de temps. Charles et Henri avaient révélé leurs intentions. Si je n'agissais pas rapidement, je finirais enfermé dans une maison de retraite pendant qu'ils dépenseraient l'argent qui avait coûté la vie à Ernest. La guerre avait commencé, et bien que je sois une femme de 66 ans contre 2 hommes sans pitié, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la vérité. Et la vérité, tôt ou tard, trouve toujours le moyen de se manifester. Le lendemain est arrivé, chargé de nervosité et d'attente. Je me suis habillé avec soin, choisissant ma robe violette la plus sérieuse. À 14h30, j'ai marché vers le café d'un pas décidé mais prudent. Chaque ombre semblait suspecte. Chaque personne dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. Le café était modérément rempli. Je suis allé directement à la table du fond, comme on me l'avait indiqué. J'ai commandé une tisane à la camomille et j'ai attendu, les mains tremblant légèrement sur la table en bois usé. Exactement à 15h, un homme d'une 50aine d'années s'est approché de ma table. Il était grand, les cheveux grisonnants, avec des yeux intelligents et une expression sérieuse mais aimable. Il portait un dossier brun sous le bras. « Madame Dubois » a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, ne faisant toujours pas confiance à ma voix. « Je suis Stéphane Lambert. Je suis désolé pour votre perte. Ernest était un homme bon. » Il s'est assis et a posé le dossier sur la table. « Avant de vous montrer ce que j'ai, je dois vous prévenir que ce que vous allez entendre et voir sera très douloureux. Êtes-vous prête ? Je me prépare depuis que j'ai reçu votre premier message, ai-je répondu avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Stéphane a ouvert le dossier et a sorti un petit enregistreur vocal. Ernest est venu me voir il y a 1 mois. Il était inquiet du comportement de ses fils. Il m'a engagé pour les enquêter discrètement. Il a appuyé sur le bouton de lecture. La voix d'Ernest, si familière et aimée, a rempli le petit espace entre nous. Stéphane, je dois vous dire que si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. Charles et Henri me pressent d'augmenter mon assurance vie. Hier, Charles m'a apporté des papiers. Il a dit que c'était pour mieux protéger Marguerite, mais quand je les ai lus, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des clauses qui les avantageaient directement. Mon cœur s'est accéléré. Entendre la voix d'Ernest, c'était comme le retrouver pour quelques minutes. Mais ces paroles confirmaient mes pires soupçons. L'enregistrement a continué. Henri a posé des questions étranges sur ma routine quotidienne. Ce que je mange au petit déjeuner, à quelle heure je quitte la maison, si Marguerite vient à l'atelier avec moi. Il dit que c'est par inquiétude, mais quelque chose dans sa façon de demander m'inquiète. Stéphane a mis l'enregistrement en pause. Cette conversation a eu lieu 3 semaines avant sa mort, mais j'ai quelque chose de plus récent. Il a joué un autre enregistrement, cette fois avec la voix de Charles au téléphone. Non, on ne peut plus attendre. Le vieux commence à se méfier. Hier, il m'a demandé pourquoi j'étais si intéressé par son assurance. Oui, j'ai déjà le méthanol. Ça marche parfaitement parce que les symptômes ressemblent à une crise cardiaque ou à un AVC. Non, la mère ne sera pas un problème. Après la mort de papa, elle sera si dévastée qu'on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. C'était la voix de mon fils, de mon propre fils, planifiant froidement le meurtre de son père. « Il y a plus », a dit Stéphane doucement. Cet enregistrement date de la veille de la mort d'Ernest. Un nouvel enregistrement a commencé. Cette fois, c'était Henri qui conversait avec quelqu'un. Tout est prêt. Demain, Charles mettra le méthanol dans le café de papa. On lui a dit que c'était un complément vitaminé spécial qu'un médecin avait recommandé. L'idiot le boira sans se douter de rien. Les symptômes commenceront par des vertiges et de la confusion.
puis perte de la vue, convulsions, coma. Les médecins penseront que c'est un AVC ou une crise cardiaque. Quand ils se rendront compte que c'est un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'est complètement effondré. Non seulement ils avaient planifié le meurtre d'Ernest, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur qui me terrifiait. Comment était-il possible que mes fils, les bébés que j'avais allaités, les enfants que j'avais consolés dans leurs cauchemars, soient capables d'une chose aussi monstrueuse? Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Ai-je demandé entre deux sanglots. Ernest m'a demandé de placer des dispositifs d'écoute chez lui, a expliqué Stéphane. Il avait peur, mais il ne savait pas exactement de quoi. Il a sorti une série de photographies du dossier. J'ai aussi ça. Charles, achetant du méthanol dans une quincaillerie à 30 minutes du village. Il a payé en espèces et a utilisé un faux nom, mais j'ai ça en vidéo. Les photographies montraient clairement Charles sortant d'un magasin avec une petite bouteille à la main. La date sur les photos était de 5 jours avant la mort d'Ernest. Et ça, a poursuivi Stéphane en me montrant d'autres documents. Ce sont les relevés financiers de Charles et Henri des 6 derniers mois. Ils ont dépensé beaucoup plus d'argent que leurs revenus ne le justifient. Charles doit 70 000 € à un prêteur sur gage en ville. Henri a des dettes de jeu de 40 000 €. Tout a commencé à prendre sens. Ce n'était pas seulement la cupidité qui avait motivé le meurtre d'Ernest, c'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et voyaient leur père comme une source d'argent facile et rapide. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police immédiatement après la mort d'Ernest » ai-je demandé. « Parce que Charles et Henri sont très rusés. Ils ont soudoyé le médecin qui a soigné Ernest à l'hôpital pour qu'il change le diagnostic officiel. Au lieu d'empoisonnement, le certificat de décès indique une insuffisance cardiaque due à des complications d'un accident du travail. Sans cette preuve médicale, mes enregistrements n'auraient peut-être pas suffi pour une condamnation. Mais maintenant, nous avons toutes les preuves ensemble, ai-je dit, ressentant un mélange de douleur et de détermination. Exactement. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir. Mon sang se glaça. Quoi? Vos fils prévoyaient aussi de vous tuer. Stéphane a joué un dernier enregistrement avec les voix de Charles et Henri ensemble. Après qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faudra aussi se débarrasser de maman, a dit Charles. On ne peut pas risquer qu'elle se doute de quelque chose ou que quelqu'un lui mette des idées en tête. Comment? A demandé Henri. La même chose qu'avec papa. Mais cette fois, on peut faire croire à un suicide par dépression. Une veuve qui ne peut pas vivre sans son mari, personne ne remettrait ça en question. Et avec l'argent, nous serions les seuls héritiers. Tout serait à nous. La maison, les économies, l'argent de l'assurance, près de 200 000 € au total. L'enregistrement s'est arrêté. Je tremblais de manière incontrôlable. Mes fils n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient aussi de m'assassiner, tout ça pour de l'argent. « Madame Dubois », a dit Stéphane doucement. « Je sais que c'est dévastateur, mais nous avons suffisamment de preuves pour les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Que faisons-nous maintenant » ai-je demandé en séchant mes larmes. « D'abord, nous devons aller à la police avec toutes ces preuves. Le sergent Mercier est un homme honnête. Il n'est pas impliqué dans la corruption. Deuxièmement, nous devons agir vite. Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement incompétente demain. Comment le savez-vous? J'ai intercepté un appel téléphonique ce matin. Ils ont rendez-vous avec le juge Gomez à 10 h pour entamer la procédure de mise sous tutelle. Je me suis levé avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Alors, nous devons agir ce soir. Le soir même, Stéphane et moi sommes allés directement au commissariat de police. Le sergent Mercier était de service de nuit, ce qui était parfait pour nos besoins. Quand nous sommes arrivés, je lui ai présenté toutes les preuves, les enregistrements audio, les photographies de Charles achetant du méthanol, les documents bancaires montrant les retraits non autorisés, les résultats médicaux d'Ernest qui prouvèrent sa parfaite santé et, enfin, les conversations enregistrées où mes fils avouaient à la fois le meurtre de leur père et les plans pour me tuer. Le sergent a écouté chaque enregistrement avec une expression de plus en plus sérieuse. « C'est monstrueux », a-t-il murmuré quand nous avons terminé. « Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois que nous aurons arrêté vos fils, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Sergent », ai-je répondu avec toute la dignité que j'ai pu rassembler. « Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Ce ne sont plus mes fils, ce sont des criminels qui doivent payer pour leurs crimes. » Isri. 3 mois plus tard, le procès a commencé. La salle d'audience était bondée. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux,
était venu couvrir ce qui était déjà connu comme l'affaire des fils assassins. Les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements ne mentaient pas, les documents bancaires ne mentaient pas, les preuves médico-légales du méthanol dans le corps exhumé d'Ernest ne mentaient pas. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai marché vers la barre, les jambes tremblantes, mais l'esprit clair. « Madame Dubois, m'a demandé le procureur, pouvez-vous nous dire comment était votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari ? Je pensais avoir une bonne relation avec eux, ai-je répondu en regardant directement Charles et Henri. Je les ai élevés avec amour, j'ai tout sacrifié pour leur bien-être. Leur père a travaillé du matin au soir pour leur donner le meilleur que nous pouvions. Je n'aurais jamais imaginé que l'amour et le sacrifice deviendraient la raison de son assassinat. Le jury a délibéré pendant seulement 6 heures. Quand ils sont revenus, le silence dans la salle était absolu. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur pendant que le juge lisait le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Charles Dubois et Henri Dubois, pour le chef d'accusation d'assassinat d'Ernest Dubois, nous déclarons les accusés coupables. Charles s'est effondré sur sa chaise. Henri est resté rigide, regardant droit devant lui sans expression. Pour le chef d'accusation de complot en vue de commettre un assassinat contre Marguerite Dubois, nous déclarons les accusés coupables. Le juge a immédiatement procédé à la sentence. Charles Dubois et Henri Dubois, pour l'assassinat prémédité de votre père et le complot pour assassiner votre mère, je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti un poids gigantesque quitter mes épaules. Justice. Il y avait enfin justice pour Ernest. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis paisiblement dans ma petite maison. J'ai transformé l'atelier d'Ernest en un jardin où je cultive des fleurs pour apporter sur sa tombe tous les dimanches. Stéphane est devenu un ami proche, me rendant visite régulièrement pour s'assurer que je vais bien. Parfois, les voisins me demandent si mes fils me manquent. La réponse est compliquée. Les enfants qu'ils étaient me manquent, mais ces enfants sont morts bien avant Ernest. Les hommes qu'ils sont devenus n'étaient pas mes fils. C'étaient des étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mon cœur. J'ai appris que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Ernest a été ma vraie famille pendant 42 ans. Les amis qui m'ont soutenu pendant le procès sont ma famille maintenant. La justice n'a pas ramené Ernest, mais elle m'a donné la paix. Et dans les nuits tranquilles, quand je m'assois sous le porche où nous avons si souvent pris le café ensemble, je jure que je peux sentir sa présence, fier de moi d'avoir été assez forte pour faire ce qui était juste, même si cela signifiait perdre mes fils pour toujours. 5 ans après ce terrible jour au cimetière, j'ai fondé la Fondation Ernest Dubois pour les victimes de crimes familiaux, utilisant l'argent de l'assurance pour aider d'autres personnes qui ont traversé des tragédies similaires. Aucune somme d'argent ne pourrait ramener mon mari, mais chaque personne que nous aidons est une petite victoire contre l'obscurité qui a failli me consumer. Comme je l'ai dit à une jeune femme venue chercher de l'aide la semaine dernière, la famille n'est pas une excuse pour le crime. L'amour avec des limites est le véritable amour, et il n'est jamais trop tard pour chercher la justice, peu importe qui est le coupable. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car elle contient une histoire de trahison et de rebondissement comme vous n'en avez jamais vu.